Au IIIe siècle avant notre ère, des guerriers venus de l'Est, les Volcarécomiques, s'installaient au pied d'une colline du sud de la Gaule. Il y avait là un bois et une source sacrée à leurs yeux. J'en appelle à toi, Némos. Donne-nous force et courage dans les épreuves que nous allons devoir affronter. Mais avant qu'une splendide cité ne s'élève en ces lieux, il faudrait contracter une alliance avec l'une des plus grandes puissances du monde antique, Rome. Cette formidable histoire se confond avec celle de la romanisation de la Gaule. C'est aussi le récit du destin d'un homme, Agénix, et de ses descendants. En combattant aux côtés des Romains, ces Gaulois vont amasser plus que de la gloire. Le premier empereur, Auguste, récompensera leur loyauté. Retourne à Némosus avec ce trésor de guerre. Il va leur offrir le privilège de bâtir une cité à l'image de la ville éternelle. Némosus. Nîmes, la Rome française. À Nîmes, les vestiges de la cité antique sont partout. Depuis des siècles, le sous-sol restitue des trésors archéologiques. Certains permettent de raconter l'histoire des premiers habitants de la ville antique. C'est le cas de la stèle funéraire d'un Gaulois romanisé, Sextus Agenius Macrinus, et de son épouse d'origine romaine, Licinia Flavilla. Ce couple qui vivait à Némosus à la fin du 1er siècle de notre ère symbolise l'histoire de la Nîmes gallo-romaine, car Sextus Agenius Macrinus est probablement le descendant de l'un des fondateurs de Nîmes. L'ancêtre de Sextus Agenius Macrinus devait être un vaillant guerrier celte du nom d'Agénix. Le peuple d'Agénix, les Volcarécomiques, a quitté son berceau originel des bords du Danube pour s'installer en Gaule du Sud. C'est pas drôle! Continue comme ça, petit frère. Chaque jour, tu fais des progrès. Les Volques ont établi un village fortifié sur une colline, un oppidum, non loin d'un bois sacré et d'une source dédiée au dieu Némos. Le bourg en a tiré son nom, Némosus. À quelques kilomètres de Nîmes, les ruines des deux autres cités fortifiées, Nage et Ambrosum, sont les seuls vestiges datant de cette époque. Les Volques se sont installés au centre de l'axe reliant l'Italie à l'Espagne. Lorsque les Romains commencent à s'installer en Gaule méditerranéenne, ils y aménagent une voie destinée à traverser les siècles. Immense trait d'union entre la péninsule ibérique et Rome, la Via Domitia, la voie domitienne, passe au cœur même de la cité des Volques. C'est par là que parviennent toutes les nouvelles, les meilleures comme les pires. En 55 avant notre ère, un général romain est en Gaule à la tête de ses légions, Jules César. Où sont vos chefs? J'ai un message du proconsul Jules César. À une demi-lieue, dans cette direction. César est en guerre contre les tribus du nord de la Gaule. Il réclame près de 500 guerriers en renfort pour mener à bien ses conquêtes. 500 hommes? Nous ne pouvons pas lui en donner autant.
Depuis qu'ils se sont installés en Gaule du Sud, les Romains respectent nos croyances. Ils nous laissent pratiquer nos coutumes. Qu'en penses-tu, Agenix? Si nous combattons à leur côté, nous deviendrons leurs alliés. Ils sauront nous récompenser lorsque la paix sera revenue. Mais qui prendra le commandement de nos hommes? Laissons les divinités décider. À Nîmes, les jardins de la Fontaine ont été bâtis sur le site même de l'ancienne source sacrée des Volsques. C'est ici que le destin d'Agenix va basculer. Les chefs du peuple arécomique ont bien des raisons d'accepter l'alliance avec la puissante Rome. Ils se souviennent de ces envahisseurs du Nord qui ont, voilà quelques décennies, mis leur région à sac. J'en appelle à toi, Némos, Dieu de cette source. Accepte cette offrande et donne-nous force et courage dans les épreuves que nous allons devoir affronter. Que cette fumée soit de bon augure et qu'elle nous guide vers le plus valeureux d'entre nous. Agenix, tu iras auprès de César. Bon, on y va. T'inquiète pas, je veillerai sur ton homme. Les Romains ont longtemps vécu sous la menace des terribles Gaulois. Ils ont attendu l'occasion de les mettre au pas. Et l'occasion est venue en s'appuyant sur les peuples désireux de profiter des bienfaits de la paix instaurée par les légions. Les Volsques d'Agenix sont de ceux-là. La guerre des Gaules sera l'événement décisif dans l'histoire des Volsques et de Rome. Convadis. L'homme qu'Agenix s'apprête à rencontrer est un général ambitieux de bientôt 48 ans, Jules César. Pour mater les révoltes qui grondent en Gaule, le général romain a besoin de renforts. Ces légions ne suffisent pas. Centurion. Même si l'armée de César compte déjà des troupes auxiliaires, frondeurs des îles Baléares ou cavaliers germains, les guerriers d'Agenix sont les bienvenus. César. Comment t'appelles-tu? Agenix, fils de Nertomaros. À ta demande, nous avons réuni 500 soldats dont j'ai pris le commandement. Bien. Sais-tu ce qui t'attend? Nous sommes prêts à affronter avec toi les tribus de la Gaule du Nord. Sois le bienvenu, Agenix. Daigne accepter ce torque en offrande de la part des miens. En retour, Agenix, accepte cette phalère.
L'alliance entre Volk et Romains est conclue. Elle va se renforcer plus encore par le fer et le sang. Pendant près de 25 ans, Adjenix va être de tous les combats. En 54 avant notre ère, il participe au débarquement dans les îles britanniques. 2 ans plus tard, il est à Gergovie et à Alésia, où il charge les troupes de Vercingétorix. Après l'assassinat de César, il se met au service de son fils adoptif, Octave, et combat en Grèce et jusqu'en Égypte. En 27 avant notre ère, le Sénat de Rome confère à Octave le titre d'Auguste. Il devient le premier empereur romain. Le territoire de la République était immense. Celui de l'Empire le sera plus encore. Il s'étend sur le pourtour de la Méditerranée, devenue une mer romaine, le Mare Nostrum. Des portes du Sahara aux confins de la Gaule, les hommes bien nés rêvent d'acquérir la citoyenneté romaine. Embellir leur cité sur le modèle de la ville éternelle est alors le souhait le plus cher des élites. Les provinces conquises se couvrent de cités au plan rectiligne, de temples, d'arènes et de thermes. Car les Romains n'exportent pas seulement un modèle politique ou économique, ils diffusent aussi un mode de vie et des mentalités à travers tout l'Empire. Préoccupé par la promotion des provinces conquises, Auguste va jouer un rôle essentiel dans la fondation de l'anime romaine. Moi, Auguste Princeps, je remets ce diplôme militaire à Adjenix, valeureux soldat Volk, ayant combattu auprès de l'armée romaine pendant près de 25 années. Retourne à Nemosus avec ce trésor de guerre. Là-bas, tu développeras la cité Nemosus Augusta, sur le modèle de nos plus belles cités romaines. Les Volques arécomiques avaient déjà noué des relations commerciales avec leurs proches voisins, notamment les Grecs de la cité de Marseille. Mais ils profitent de la paix romaine, la Pax Romana, pour développer considérablement l'économie de la région. Les Gaulois du Sud sont même passés maîtres dans la culture d'une plante importée par les Grecs, la vigne. À Nemosus, de grands domaines, propriétés des membres de l'aristocratie gallo-romaine, ont pu voir le jour. Lorsqu'Adjenix revient en Gaule, son domaine s'est considérablement étendu. Nîmes n'est encore qu'un village, mais sa position
facilite les relations commerciales avec Narbonne et l'autre grande ville gallo-romaine du sud de la Gaule, Arles. Régulus. Je suis fier de toi, mon fils. Mon fils. Il y a 30 ans, cette terre était encore inculte. Avec ta mère, vous avez réussi à la rendre fertile. Grâce à la paix romaine, notre vin se vend dans toutes les provinces de l'Empire. Bien, on va visiter les lieux. Bientôt, le négoce du vin revêtira une telle importance que les amphores seront fabriqués sur place avant d'être expédiés vers Vienna et Lugdunum, Vienne et Lyon. Dans les ports d'Arles et de Fos, des armateurs, les naviculaires, armeront des navires dont les cargaisons parviendront jusqu'au port de Rome, Ostie. Adjenix peut rêver à sa bonne fortune. Le dieu Némos les protège, lui et sa famille. Tu sais, Auguste n'imposera pas la présence de soldats romains sur nos terres. Comme à Arles ou à Orange. Notre ville est à l'aube d'un grand destin. Elle deviendra la capitale du peuple Volk. Elle portera le nom d'Augusta Nemosus. Notre trésor de guerre. Grâce à lui, tu vas développer Nemosus. C'est Régulus qui va accomplir le rite de fondation inspiré des Romains, en faisant tracer le sillon sacré, le Pomerium, marquant la limite entre la nouvelle cité, l'Urps, et son territoire, la Gère. Sous les auspices des dieux du ciel et de la terre, que ce sillon sacré marque à jamais les limites de notre cité. C'est sur ce sillon sacré que va se dresser une monumentale enceinte dont la construction nécessitera plus de 130 000 tonnes de pierre. Ce mur, long de 6 km, haut de 9 mètres sur 2 de large, enferme une superficie de plus de 2 km² qui ne sera jamais totalement urbanisée. Qu'importe, les voyageurs qui abordent la cité ne peuvent ignorer ce rempart magnifique, symbole de prospérité. Nemosus, cité d'Auguste, s'impose vite comme l'étape obligatoire sur la route menant vers la Narbonnaise et la lointaine Espagne. L'aura du premier empereur plane sur la cité. L'une de ses 10 portes est d'ailleurs dédiée à son divin bienfaiteur, la porte Auguste. En 25 ans à peine, la Nemosus gauloise, perchée sur sa colline, a déjà considérablement glissé vers la plaine, avant de se métamorphoser en une cité romaine. Véritable écrin dont la parure monumentale particulièrement raffinée a résisté au siècle. Nemosus inspire la puissance, fruit de l'alliance entre Romains et Volques. La ville gallo-romaine a absorbé l'oppidum originel, transformant sa tour de guet en un imposant édifice, la tour Magne, la représentante la plus monumentale des 80 tours qui jalonnaient l'enceinte de la cité. Installée sur le point culminant de la ville, cette tour lui confère un certain prestige, car elle peut être admirée de très loin par tous les voyageurs.
Élevé sur 3 niveaux et haut de 36 mètres, cet édifice est un symbole de la romanisation de la Nemosus des Volsques. Les architectes l'ont bâti sur l'emplacement d'une tour gauloise en pierre sèche de forme tronconique. Mais au lieu de démolir la tour préexistante, ils ont préféré la préserver, le nouveau bâtiment venant envelopper l'ancien. Comme à leur habitude, les Romains n'ont pas imposé leur dieu au peuple vaincu. Bien au contraire, ils ont assimilé les autres cultes en intégrant à leur panthéon des divinités étrangères. Ainsi, le plan de la Nemosus gallo-romaine a bien pris garde de préserver la source sacrée des Volsques. L'eau joue un rôle essentiel dans l'existence des Romains. Outre son utilisation pour la consommation courante ou l'hygiène quotidienne, elle sert lors des rites de purification associés à la religion. Toute ville se doit donc de posséder de nombreuses fontaines, des thermes et des sanctuaires, comme celui-ci, bâti dès 25 avant notre ère et que les habitants de Nemosus ont consacré à l'empereur Auguste. Au XVIIIe siècle, les aménagements ont conservé le plan de l'ensemble qui se composait d'un bassin recevant les eaux sacrées, le nymphée, et d'autres bassins de moindre importance, ainsi que de différents édifices publics. Le temple de Diane, qui n'a jamais été consacré à cette divinité, était sans doute l'une des salles consacrées au culte de l'empereur. La façade principale, dont subsistent 2 niveaux percés de grandes baies cintrées, atteste de la beauté d'un bâtiment qui devait être entouré de salles annexes et surmonté d'un étage ou d'une terrasse. Un autre édifice, symbole de la romanisation de ces terres, a été miraculeusement préservé des affres du temps. C'est le temple du Forum, mieux connu sous le nom de Maison Carrée. C'est sous la supervision du fils d'Agénix, Régulus, que s'élève le bijou que Nemosus attendait. Pour le temple du Forum. Comme le temple d'Apollon à Rome. Imagine. Un podium qui domine toute la place. 2 plateformes latérales. 15 marches. Dessus, on va placer 30 colonnes. Avec des chapiteaux corinthiens. Et par-dessus, un entablement qui va avec. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Quelques décennies après la mort de Régulus, son descendant, Sextus Agenius Macrinus, est un véritable citoyen romain, comme le prouvent les inscriptions sur sa stèle funéraire. Mais ce notable de la Nîmes du 1er siècle est assez fier de sa famille pour avoir adopté la forme romanisée du nom de ses ancêtres gaulois, Agenius. Ancien officier de la 6e Légion, Sextus Agenius Macrinus vit à la romaine. Il pratique des cultes importés d'Italie, porte la toge, symbole de sa position sociale, et réside dans une demeure semblable à celle de l'aristocratie de Rome. Sa femme, Licinia Flavilla, est issue d'une riche famille romaine.
Grâce à sa richesse personnelle et à la réussite de son époux, elle a pu accéder à une magistrature réservée aux femmes et décernée à vie, prêtresse du culte impérial. Flavilla, tu es magnifique. On se retrouve au temple. Prêtresse. Chez les Romains, le sacrifice était l'un des rites religieux les plus importants, car il permettait de préserver la Pax Deorum, la paix des dieux, en reconnaissant la supériorité sans conteste des divinités. J'invoque le nom de l'impératrice, Domitia Longina, et de toutes les divines Augustae. En votre honneur, nous allons procéder au sacrifice. Acceptez-le, en signe de notre dévotion. Le type des victimes, qui était rigoureusement sélectionné, dépendait du dieu pour lequel elles seraient sacrifiées. Le taureau était consacré à Jupiter, la vache à Junon et Minerve, le bélier à Janus et les brebis, porcs ou chèvres, au dieu de la guerre, Mars. Le rituel s'accompagnait le plus souvent d'une pratique divinatoire. Les aruspices examinaient alors les entrailles de l'animal pour y consulter les augures. Les divinités nous sont favorables. Elles veillent sur les Augustales et sur la prospérité de notre cité. La maison carrée de Nîmes est le temple romain le mieux conservé du monde, ce qui relève d'ailleurs du miracle. Maison consulaire entre le XIe et le XVIe siècle, puis lieu d'habitation, écurie, église, bâtiment administratif pendant la Révolution française, avant que la préfecture du Gard ne s'y installe. Ce temple a résisté à 2000 ans d'histoire. Les lettres de bronze qui composaient l'inscription du frontispice ayant disparu depuis longtemps, nul ne savait dire à qui le temple avait été dédié. Mais au XVIIIe siècle, un botaniste et épigraphiste nîmois, François Séguier, parvient à lever ce mystère. Il déchiffre l'inscription grâce à l'emplacement des trous de scellement laissés par chaque attache destinée à fixer les lettres. Il découvre que les habitants de Némosus, quelques années après l'achèvement du temple, l'ont dédié aux deux fils d'Auguste. Un autre témoignage de leur fidélité à l'empereur. À Caius César, consul, et Lucius César, consul désigné, fils d'Auguste, prince de la jeunesse. Un siècle après la fondation de Némosus, les habitants de la cité, descendants des Volcares comiques, louent encore le souvenir de leur bienfaiteur, l'empereur Auguste. Aujourd'hui, en ton honneur, Imperator Auguste, auront lieu les Augustales. À cette occasion, moi, Sextus Aginus Macrinus, et mon épouse Licinia Flavilla, allons offrir les plus grands jeux que la ville de Némosus ait jamais connus. Que ces festivités honorent ta grandeur, toi qui as tant contribué à la beauté de Némosus. À la fin du 1er siècle de notre ère, Némosus compte probablement 20 000 habitants. Comme Rome, elle possède un amphithéâtre. Le plan de la cité est d'ailleurs typique de l'époque romaine. À la croisée des deux rues principales, le Cardo et le Decumanus, se situe la place du Forum. Elle s'étend sur 80 mètres de long
et est encadré par 2 portiques dont quelques bases de colonnes sont encore visibles autour de la maison carrée. Un siècle après que ses ancêtres ont fait de Nemosus une ville romaine, Sextus Agenius Macrinus peut être fier d'eux. La ville dispose désormais de l'eau courante. Avec l'accroissement du nombre d'habitants et la multiplication des bains publics, le débit irrégulier de la source ne suffisait plus. Mais pour faire venir l'eau jusqu'à Nemosus, il a d'abord fallu réaliser un prodige. Capter les eaux de 2 sources à 50 km de la ville. Construit au début du 1er siècle de notre ère, l'aqueduc, en partie souterrain, parcourt cette distance en se jouant du faible dénivelé, 12 mètres seulement, grâce à des édifices conçus spécialement. Parmi eux, le pont le plus haut du monde romain, le célèbre pont du Gard. Cet ensemble à 3 niveaux d'arches culmine toujours à 49 mètres au-dessus du Gardon, qu'il franchit en jetant sa masse de pierre sur 275 mètres de long. Une fois le Gardon passé, encore faut-il distribuer les 35 000 mètres cubes journaliers que l'aqueduc draine jusqu'à Nemosus. C'est le rôle du Castellum Divisorium. Ce bassin circulaire de près de 6 mètres de diamètre est, avec celui de Pompéi, le seul à avoir été conservé en aussi bon état. Profond d'1,40 m, son mur latéral est percé de 10 orifices destinés à la répartition de l'eau. Depuis ce bassin de distribution, l'eau court vers la ville basse à travers un vaste réseau de canalisation en pierre ou en plomb. À Nîmes, l'eau est partagée par quartier, parvenant au cœur des riches demeures, dans les ateliers artisanaux, les thermes et bien sûr, l'ensemble des fontaines publiques. Les habitants de Nemosus sont devenus d'authentiques gallo-romains. Les fouilles entreprises à partir du 19e siècle ont permis de découvrir des ateliers de potiers et de nombreux fours à céramique. Les travaux au cœur de la ville ont mis au jour des habitations cossues dont les sols étaient ornés de mosaïques. Avec la paix romaine, les Gaulois vivant dans les cités de Narbonnaise avaient adopté les mœurs et les coutumes, la mode et les mentalités des habitants de Rome. Prêtresse, les gladiateurs sont prêts. Bien. Gladiateurs, soyez braves et vous vivrez. Écoutez-moi, Rougeau! Aujourd'hui, quand le soleil sera à son plus haut, vous pourrez assister à des combats de gladiateurs offerts par Attius Macrinus, Tribun et par sa matrone, l'admirable Licina Flavilla, grande prêtresse du culte impérial. Il
Il y aura des gladiateurs. Allez, venez assister à ce magnifique spectacle. Allez. Oh, là, là. Venez, venez. Allez, venez assister au grand jeu. Faites place. À la fin du 1er siècle, l'art de la gladiature est à son apogée. Némosus se devait donc de posséder son propre amphithéâtre. Son prestige en dépendait. Arles, la cité voisine et concurrente, avait déjà le sien depuis l'an 80. Au tout début du IIe siècle, 20 ans après l'inauguration du Colisée de Rome, auquel il emprunte sa forme, l'édifice s'élève fièrement au bord des remparts. 133 mètres de long sur 101 mètres de large. Ces 2 étages de 60 arcades grimpent sur 21 mètres. 150 000 tonnes de pierre ont été utilisées pour réaliser ce chef-d'œuvre d'architecture. Les bordures extérieures conservent encore les 120 consoles percées d'un trou destinées à recevoir les mâts supportant une vaste toile. Le vélum. Il permettait de mettre les spectateurs à l'abri des rayons du soleil. L'amphithéâtre de Némosus peut accueillir 24 000 spectateurs sur 34 rangées de gradins répartis en 4 zones distinctes, chacune correspondant à une catégorie sociale. L'ensemble est desservi par des galeries et des escaliers appelés vomitoria. Ce système permet de remplir et de vider l'édifice en un temps record. Tout a été prévu, y compris plus d'une centaine d'urinoirs. L'amphithéâtre de Némosus est le symbole de la romanisation de la ville. Les spectacles qui se déroulaient dans cette enceinte suivaient un rite immuable, identique dans les 400 amphithéâtres construits tout autour de la Méditerranée. Contrairement aux idées reçues, les gladiateurs mouraient rarement dans l'arène, car la formation de ces techniciens du combat-spectacle était suffisamment coûteuse pour que leur vie ne soit pas trop facilement sacrifiée. Au début du IIe siècle, 80% des gladiateurs sont graciés, mais quelques stèles découvertes à Nîmes prouvent que certains n'avaient pas cette chance. Aux Thraces, Quintus Vettius Gracilis, ayant obtenu 3 couronnes, âgé de 25 ans, de nationalité espagnole, Lucius Setius Latinus a donné ce tombeau. Le Thrace Aptus, né à Alexandrie, âgé de 37 ans. Son épouse Optata a financé la stèle à ses frais. Le myrmillon Columbus Serenianus, âgé de 25 ans, né Eduen, repose ici. Sa femme Sperata a fait élever ce monument. Le rhétière Lucius Pompeius, ayant obtenu 9 couronnes, originaire de Vienne, âgé de 25 ans, sa femme Optata a offert ce monument à ses frais. Le myrmillon Callistus, âgé de 20 ans, repose ici. Son compagnon a fait élever ce monument. Citoyens de Némosus et de Narbonnaise, réjouissez-vous. Vous allez assister à des combats de gladiateurs. Dans les tribunes, les cris fusent. Chacun choisit son champion et les plus avertis ont même des préférences. Les parmularis sont de fervents partisans des gladiateurs à petits boucliers, alors que les scutarii préfèrent ceux aux grands boucliers. Découvert dans une petite commune au nord de Nîmes, ce médaillon en terre cuite constitue un témoignage exceptionnel, car il reproduit avec exactitude le déroulement de l'ensemble d'un munus, ce combat de gladiateurs offert par un magistrat de la cité. Voici donc Héros, le sécutor. Il appartient à l'école impériale de César, nanti de 16 victoires, et voici Xanthus.
le Rétiaire, issu de la même école. Il a 15 victoires à son actif. Que les jeux commencent! L'affrontement est arbitré par deux personnages, le Summa Rudis et le Secunda Rudis, peut-être d'anciens gladiateurs libérés. Ils brandissent la Rudis, ce bâton qui leur sert pour arbitrer. Le combat fait rage. Qui du Rétiaire ou du Sécutor emportera la couronne de laurier et fera chavirer le cœur des dames. La prospérité de l'Empire romain s'exprime dans ces somptueux spectacles financés par les plus riches notables. Pour les habitants de Nemosus, l'amphithéâtre est aussi un lieu de sociabilité, un symbole très concret de la réussite des élites gallo-romaines de la ville. Les descendants d'Agenix peuvent être fiers. Nemosus, cité du divin Auguste, a relevé et gagné tous les défis. Soyez-en dignes et faites qu'elle vive pour l'éternité. « 2000 ans après sa fondation, la ville de Nîmes demeure le symbole de la romanisation de la Gaule. Le Moyen-Âge la vit sombrer dans le chaos. La culture de la vigne et du verre à soie favorisa sa renaissance. La cité moderne embrasse toujours les vestiges de la cité antique. Elle nous permet d'imaginer des héros comme Agenix, le guerrier volque fidèle allié de Rome, et Régulus, son fils, fondateur de la Nîmes gallo-romaine. Mais Nîmes est aussi le berceau de personnages bien réels, tels Sextus Aginius Macrinus, dont le portrait est parvenu jusqu'à nous, pour nous faire rêver à l'incroyable destinée de sa famille et nous permettre de raconter la fondation de l'une des plus belles villes de l'Empire. Nemosus. Nîmes. La Rome française.